Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus après la coupure pub. Mais pour l'instant, place au JT. Nous sommes le mercredi 6 avril 2022 et après Didier Laurent, Noël Daufour et Lillo, c'est au tour de Frédéric Duménil d'Iboana d'être transféré dans une prison de France hexagonale. Un nouveau transfert qualifié de déportation par ses proches qui n'ont pas été alertés de son départ. Bien au contraire, à peine délivré, son droit de visite ne servira finalement pas à grand-chose puisqu'il a été transféré très rapidement cet après-midi. Regardez. Aujourd'hui, j'étais censée le voir, c'était mon premier jour de parloir. À 14 h, j'arrive. Et au moment où on devait nous amener à la prison, un agent me dit « Madame, venez me voir ». J'ai senti qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Il me dit « Monsieur Duménil va être transféré ». Hier, son papa et moi ont eu la chance de le voir. On était contents, on a parlé, on a rigolé, on a parlé de tous les jours. Mais il m'a dit, maman, je n'ai rien fait. Je n'ai pas volé, je n'ai rien fait. On prive Frédéric de l'amour de sa famille, de son père, de sa mère, de ses frères et sœurs. Je ne suis pas là pour appeler à la révolte. Je ne suis pas là pour appeler à la colère ou à la rage. Je veux que tout le monde soit au calme. Et que je veux également que justice soit faite. Vous croyez que c'est une vie dans une petite Guadeloupe? Ça fait longtemps que ça dure, ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein? Mais personne ne disait rien. Mais il faut que la population se lève parce qu'on est en train de nous enterrer vivants. Et c'est ce que les gens ne veulent pas comprendre. Le fourgon du raid était déjà devant l'entrée de la prison. J'ai eu le temps d'appeler mes beaux-parents, mes parents, ma sœur de cœur, des parents d'O'Neill, et nous l'avons vu partir. Et pour nous montrer qu'il nous a vus, il a cogné avec son poing la vitre du fourgon. Qui donne à la population de la Guadeloupe la réponse qu'ils attendent. La réponse qu'ils attendent. Personne ne dit rien. Ils font des trucs en catimini. Hein? Personne ne sait. Alors, de toute façon, on va finir là et on va dire au peuple de la Guadeloupe quand même de se mettre debout parce qu'aujourd'hui c'est mon fils, demain ce sera eux. On ne peut pas faire ça à des familles. Vous acceptez les parloirs pour après nous faire un coup pareil. C'est inhumain. Comment vais-je expliquer à mon fils de 3 ans et à mes filles de 19, 18 et 14 ans ce qui se passe? Est-ce que c'est ça la République? Est-ce que c'est ça la justice? Eh bien, je pense que tous, vous pensez comme moi. Eh bien, nous disons, comme un seul homme, nous nous élevons contre ce qui se passe actuellement en Guadeloupe, notre Guadeloupe chérie. Je ne sais pas où il est transféré à l'heure d'aujourd'hui. J'espère avoir des informations très rapidement. Et nous ne plierons pas, nous ne casserons pas. Frédéric n'aurait jamais voulu qu'on se morfonde ou qu'on pleure ou qu'on crie. Donc nous avons peut-être perdu une bataille, mais la famille Duménil et la famille Joseph n'ont pas perdu la guerre. Eh bien, moi, quand je dis peuple Guadeloupe, c'est inadmissible que ça a fait comme ça. Est-ce qu'ils ont souhaité que Boana soit le colonel de la Guadeloupe? Quel est que moi, je prouve que dit qu'il a été innocent? Eh bien, nous avons élevé nous de ça et nous avons crié. Nous avons crié un appel, mais nous n'avons pas de mot d'ordre. C'est eux mêmes pour choisir ce qu'on a fait. Merci. Et pour le Parti communiste guadeloupéen, les violences de toutes sortes que nous subissons sont directement liées à la tutelle coloniale. Ils invitent donc à manifester votre mécontentement lors des présidentielles, avec une note particulière pour le département. On écoute Félix Lema. Aujourd'hui, nous sommes pour l'ouverture du centre de santé à Désirade. Comme vous le savez, depuis décembre, il n'y a pas de docteur sur place. Il a fallu qu'on se batte avec notamment les CGRS et le département qui nous accompagne dans
Et là, on fait une violence dans la vie, dans le corps, dans la famille, dans le métier. Vous comprenez que les collègues peuvent retenir contre vous. Et c'est normal que... Le Parti communiste ne fait pas des élections pour les élections. Le Parti communiste considère les élections comme un moyen de lutte. Et à ces élections-là, si c'est votre question, eh bien oui, nous appelons les Guadeloupéens, dans le contexte aujourd'hui de la Guadeloupe, d'une crise politique, sociale, sociétale, dans le contexte de la violence que l'État français fait peser sur les Guadeloupéens, sur les travailleurs de la santé, sur la jeunesse guadeloupéenne. Violence économique faite aux petites entreprises. Violence faite aux jeunes Guadeloupéens expatriés de leur pays, sans jugement. Violence faite par la justice française, la justice de l'État français, qui aujourd'hui considère qu'il n'y a pas lieu à poursuivre l'État par rapport à la chlordécone. L'ensemble de ces violences-là sont liées à la domination, à la tutelle coloniale que nous subissons. Et nous appelons l'ensemble de nos compatriotes à écrire à la main sur leur bulletin de vote le bout de papier Guadeloupe pour manifester la volonté majoritaire du peuple guadeloupéen de ne plus continuer à subir les exactions du pouvoir français, mais surtout avec la complicité de nombre, d'une très grande majorité des élus guadeloupéens qui, par leur silence, se rendent complices et coupables de ce crime contre la Guadeloupe, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc, le vote pour lequel nous appelons les Guadeloupéens, c'est le vote d'un bulletin Guadeloupe écrit à la main de manière lisible pour manifester la volonté du peuple guadeloupéen de faire valoir ses droits politiques, économiques, ses droits sociaux, ses droits culturels, ses droits à construire un devenir meilleur pour les générations qui viennent de Guadeloupéens. Et ça y est, c'est officiel, Gérard Cotellon quitte la Guadeloupe. Le futur ex-directeur du CHU de Pointe-à-Pitre s'envolera bientôt pour La Réunion. Il y occupera les fonctions de directeur général de l'Agence régionale de santé. Une sacrée promotion pour un bilan mitigé, notamment pour Gaby Clavier, qui estime que Gérard Cotellon a littéralement tué le CHU de Pointe-à-Pitre. On l'écoute. Et là, on fait une violence dans la vie, dans le corps, dans la famille, dans le métier. Vous comprenez que les collègues peuvent retenir contre vous. Et c'est normal que tu es extirpé, parce qu'on ne peut pas directeur d'un établissement de santé, qui n'est pour mission également, c'est l'empathie, c'est la solidarité, c'est le sourire. Et sur l'hôpital qui est occupé par des forces de répression, par des gens qui assurent la sécurité. Donc, c'est normal. Ça te fait mal qu'il est parti. Au plan financier, c'est la catastrophe. On dit près de milliers de gens qui sont en situation de maladie. On dit bien évidemment, projet à nouvel établissement là, projet à nouveau CHU là, projet d'établissement, projet médical, tous ces projets-là, ça qui a fait corps et perspective de l'établissement là, mais ce n'est pas conduit ça pendant les 3 ans et demi restés là. Donc, là, mais c'est tuer l'hôpital là. Et nous conversons avec le nouveau directeur de cabinet là. C'est évidemment hors solidarité de corps, de directeur, obligatoirement fournir un état des lieux. État des lieux technique, financier, opérationnel, managérial, social, il faut un état des lieux. Et c'est à partir de l'état des lieux là, ça nous commence à discuter. Qui j'en veux dire, mais c'est aujourd'hui là, ok? Qui est monde qui reçoit l'aide de suspension alors que depuis au mois de novembre, il n'y a pas payé. Même ça, il n'y a pas été foutu fait. Au moins, fait des décisions de suspension qui conforment à la loi. Ah ben de toute façon, c'est le choix, non mouvement. Non mouvement, c'est pour ça que nous réclamons un état des lieux général, exhaustif, des conditions de soins, des conditions de travail, des équipements, de la sécurité en matière électrique, en matière d'ascenseur. Et bien évidemment, un état des lieux financier. C'est qui, Jean, je le dis là, le CHU qui ont un déficit aussi important, qui, Jean, malgré tout, la responsabilité à l'État, c'est là aussi. Parce que si on n'a pas de couvert côté long, et tout reste en directeur avant lui, nous ne pas être en situation là, ça. Et on dresse maintenant le point Covid hebdomadaire pour la période du 28 mars au 3 avril. Et notez effectivement, toutes les valeurs continuent à être à la baisse, hormis pour les hospitalisations visiblement qui sont un peu en recrudescence, mais pas en termes de réanimation du tout. En tout cas, sur la période, le taux de positivité est donc de 13,5%, le taux d'incidence de 743,7,
Donc une baisse très significative. Les réanimations restent plutôt à un niveau stable, même en baisse. Tiens, on est à 6 réanimations. Sur la période précédente, on était à peu près sur les mêmes valeurs. Et on enregistre tout de même 2 décès. Ce sont des personnes qui étaient relativement âgées, de plus de 70 ans. Et concernant la vaccination, vous constatez effectivement semaine après semaine qu'elle n'avance pas, elle n'avance guère, elle stagne même, avec des valeurs toujours quasiment identiques, à savoir un taux de première injection de 45%, un taux de deuxième injection de 43%, qui sont largement supérieurs aux troisième injections, qui se limitent à 23,56%. On va dire que les Guadeloupéens ne sautent pas le pas pour cette troisième injection. Et la vaccination des adolescents, elle aussi, et des enfants se poursuit, mais très lentement. On constate effectivement que 8214 adolescents de 12 à 17 ans ont reçu leur première injection. Chez les enfants de 5 à 11 ans, ils ne sont que 239. Donc effectivement, c'est très criant et très significatif. Globalement, 692 injections sur toute la semaine. On est bien loin des chiffres attendus. Et n'oubliez pas également que le port du masque n'est plus obligatoire dans les lieux publics ou les espaces fermés également. Ce ne sont pas que les espaces ouverts. Il reste obligatoire uniquement pour les lieux de santé. Je ne sais pas si les pharmacies figurent puisqu'ils font plus de la vente. Ils ne font pas de traitement ni quoi que ce soit. Mais en tout cas, vous pouvez déambuler sans masque. Je vois qu'il y a beaucoup de réticence à ce niveau, mais la décision est préfectorale. Donc je ne vois pas qu'est-ce qu'on vient nous opposer ces jours-ci. Et vous aurez noté que grâce à cette excellente gestion sanitaire, avec cette mandature de Valérie Denux pendant les 4 dernières années, avec Gérard Cottelan notamment, eh bien, vous verrez que la Désirade est un véritable désert médical depuis décembre dernier. Une situation intenable et dangereuse pour la population qui ne peut pas faire appel à un médecin sur place. Ils sont obligés de réaliser des transferts par hélicoptère ou par bateau, enfin se dépatouiller comme ils peuvent. De quoi motiver la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant qui a lancé un appel pour faire venir des professionnels de santé sur ce territoire. La collectivité a donc mis en place un centre qui recevra la visite de 2 docteurs 2 fois par semaine, a priori 2 fois par semaine. On va dire que c'est un début. Le reportage. Aujourd'hui, nous sommes pour l'ouverture du centre de santé à Désirade. Comme vous le savez, depuis décembre, il n'y a pas de docteur sur place. Il a fallu qu'on se batte avec notamment SSARS et le département qui nous accompagne dans ce combat pour pouvoir faire en sorte qu'aujourd'hui, il y ait déjà au moins par semaine 2 jours de prestations médicales. Et comme vous le voyez depuis ce matin, ça ne désemplit pas. Il y a un vrai besoin et une collectivité, une mairie, un territoire ne peut pas vivre sans docteur. Donc pour nous, il était urgent et important de redonner du service public de santé à la Désirade et c'est ce que nous faisons depuis tantôt. Et c'est vraiment une promesse de créer ce centre médical, notamment en rajoutant des assistants, en rajoutant des dentistes, en rajoutant un maximum de prestations de services à la population de Désirade. Depuis le 22 décembre qu'on n'a pas de médecin sur l'île. Je dois tout de même rappeler aussi aux personnes qui nous écoutent, qui nous entendent, qui nous regardent, que ce projet, c'est un projet qui date depuis peut-être pas de très longtemps, mais au niveau qu'on a mis en place avec la CARL, la collectivité de Désirade, de façon à apporter une complémentarité aux médecins généralistes de l'île, surtout au niveau des spécialistes, de pouvoir avoir plus de pérennisation au niveau de la santé sur l'île. Malheureusement, le médecin pour des raisons personnelles, qui nous a quittés, qui est parti. Donc on s'est retrouvé à plus ou moins aller avec ce projet sous du généralisme. Mais ensuite, on reste toujours et on reste confiant de pouvoir avoir aussi un médecin généraliste en plus de ce projet. Mais tout de même rappeler, on doit se dire quand même que c'est un projet qui est là pour pérenniser la santé sur Désirade. Aujourd'hui c'est 2 jours et pourquoi pas demain aller sur 4-5 jours de la semaine. Surtout axé sur tout ce qui est spécialité au-delà du généraliste.
Alors, le centre de santé allo-médical, plutôt son antenne, on va dire sur la Désirade, vient compléter une offre de soins, on va dire, inexistante sur la Désirade. Vraisemblablement, il y aura une montée en charge. Là, sur les 2 premiers jours, on sera là pour évaluer effectivement le besoin en santé des Désiradiens. Donc, on va faire une cartographie de l'état de santé général des Désiradiens. On verra ensuite s'il y a une montée en charge. Mais il faut savoir qu'à l'eau médicale, c'est un centre de santé, donc on est soumis à des règles institutionnelles. Donc ce n'est pas, la décision ne nous appartient pas seule. On est accompagné par les ARS et puis la sécurité sociale pour tout ce qui est domaine réglementaire. Donc sur les antennes, c'est 20 heures. Mais il peut y avoir des dérogations pour qu'Allo Médical puisse être sur l'île plus longtemps. Un reportage signé Michel Depape. Sylvie Ménage, secrétaire générale nationale du syndicat UNSA, est de passage en Guadeloupe. L'occasion pour les membres du syndicat de dresser un point sur la situation des agents territoriaux, les élections professionnelles à venir et l'actualité syndicale de manière plus globale. Le reportage. Aujourd'hui, et même toute la semaine, nous sommes venus visiter nos collègues de la Guadeloupe. Nous avons dans notre structure toutes les collectivités de France, puisque nous représentons toutes ces collectivités où il y a des élus, les mairies, les départements, les régions. C'est près de 40 000 structures et beaucoup d'agents qui vivent des choses très différentes. La Guadeloupe est aussi un département, une région, donc la situation est un peu particulière. On sait qu'il y a des problèmes qui sont spécifiques, notamment la gestion de l'eau. On comprend bien qu'on a pu mesurer en les rencontrant que les mutuelles dont on attend, nous, qu'elles soient à disposition de tous les agents territoriaux qui sont en France, sont très peu mises à disposition des personnes ici. Ils n'ont pas de couverture santé. Quand on mesure que le Covid est passé par là, on voit bien que l'état de santé des agents, le coût que ça peut avoir et les effets sur les familles, on ne peut pas tolérer que l'on attende nous en 2026, alors que l'ensemble de la France aura bénéficié de protection sociale bien avant nous. Ceci étant, on continuera d'en discuter pour que ce soit au mieux. Au-delà de ça, on a beaucoup parlé de la nouvelle loi de la fonction publique qui est mise en place, où on nous a vendu que ça nous permettrait d'avoir un dialogue social plus efficient. Or, on nous cantonne beaucoup dans le recours et dans le contentieux, ce qui n'est pas notre vocation à l'UNSA. L'UNSA, on veut être auprès des élus. Quand je dis auprès, il ne s'agit pas de faire de la cogestion, c'est-à-dire qu'il y a des élus qui ont des projets et des agents territoriaux qui les mettent en place dans la réglementation, dans le cadre des lois. Et on a besoin d'échanger sur le temps de travail, sur les problèmes qui se posent, que ce soit le télétravail que l'on a connu pendant cette période de Covid, mais aussi des tas d'autres éléments. Et il est important pour nous de maintenir un dialogue social de proximité. Et c'est pour ça que nous sommes là, pour en discuter avec nos collègues. Et on part maintenant pour la présentation du Salon de l'artisanat des grands fonds qui vise à mettre en valeur notre biodiversité et savoir-faire de cette zone. Une occasion aussi de collecter des projets en faveur du développement durable. On en parle beaucoup, mais il faut passer à l'action. Le reportage. Nous avons une région qu'on appelle les grands fonds. Et cette région est bornée avec 5 communes, Gosier, Sainte-Anne, Moule, Mornalo et Abîme. Et donc cette région-là regorge de potentialités. Donc nous disons qu'il nous faut aussi alerter nos compatriotes, alerter nos concitoyens des menaces que cette région même subit. Donc nous sommes obligés de mettre en place des choses. Et donc par le biais de ce salon-là, nous voulons juste éveiller les consciences, juste attirer l'attention. Donc jeter un œil sur la biodiversité, sur les savoir-faire endémiques aussi qui sont propres à cette région-là, sur aussi l'artisanat et sur aussi la biodiversité, le développement durable aussi. Quel développement durable pour les grands fonds? Donc nous posons toutes ces questions. Nous avons intéressé tous les jeunes de 15 à 23 ans, c'est-à-dire les lycées essentiellement, à pousser les jeunes à réfléchir sur quel projet de développement durable pour cette zone rurale. Donc malgré le contexte difficile,
nous étions en plein Covid. Nous avons quand même eu quelques réponses. Nous avons quelques lycées qui ont répondu. Et donc, on voit quand même que les élèves ont des projets quand même assez originaux. Nous avons invité des conférenciers, nous avons invité beaucoup de personnes pour discuter en long et en large, pour apporter des pistes de solutions, mais de développement aussi, et valoriser et faire en sorte aussi que les uns et les autres s'approprient cette région. Un reportage de Maxime Morel. Et dans le cadre du projet Changement climatique Artmix, eh bien, les acteurs locaux se penchent sur les politiques d'adaptation aux variations de température et aux évolutions des conditions météorologiques sur le long terme. Et vous voyez que ça s'accélère depuis quelque temps. Eh bien, l'enjeu est énorme, à savoir la survie de ce monde et de notre espèce. On pense que c'est des blagues, mais ce n'est pas le cas. Reste à savoir effectivement comment construire, cultiver, élever, plus largement consommer en réduisant considérablement notre impact sur la nature. Un débat passionnant entamé ce jour au Jardin d'eau à Goyave. Le reportage. Alors, c'est un projet qui a été financé par l'Agence nationale de la recherche. C'est un projet de recherche qui a porté sur l'étude des politiques d'adaptation au changement climatique et la perception qu'en ont les agriculteurs. Donc du coup, est-ce qu'ils les mettent en place? Est-ce que ça arrive à leur niveau? Et est-ce que ça modifie leurs pratiques? Et si oui, est-ce que ça atteint vraiment l'objectif d'améliorer l'adaptation au changement climatique en Guadeloupe? Qu'est-ce qu'on devrait faire et quelles sont les mesures à prendre vis-à-vis d'une augmentation de température constatée, d'une diminution de l'amplitude thermique? Oui, on connaît à peu près, c'est pas à peu près, on connaît les valeurs de variation d'amplitude thermique en termes de projection et les données historiques. Alors ces données-là maintenant doivent infuser aussi bien chez le grand public, parmi le grand public, parmi les socioprofessionnels, les personnes qui agissent dans des secteurs d'activité, notamment les bâtiments, la construction, la sécurité alimentaire, le milieu agricole. Et c'est à eux de s'emparer, je dirais, et le domaine, le milieu socio-politique, de s'emparer des valeurs que nous avons trouvées dans le cadre du projet Changement climatique aux Antilles françaises. L'objectif, en fait, c'est de mettre autour de la table tous les partenaires, donc institutionnels, recherche, agriculteurs, instituts techniques, tous les partenaires qui traitent de ces questions d'adaptation au changement climatique et de les faire échanger sur les résultats du projet, sur des simulations qu'on a faites et de pouvoir en fait lever un certain nombre de verrous pour que les agriculteurs guadeloupéens s'adaptent. En fait, il y a un impact général et ce qu'on souhaite par l'intermédiaire de ces résultats-là, c'est que les Guadeloupéens, c'est-à-dire les secteurs d'activité concernés, s'emparent des données trouvées pour commencer véritablement à réfléchir à ce que serait la Guadeloupe dans les 20 ans, dans les 40 ans à venir. Il faut maintenant passer à l'action. On a fait déjà toutes les mesures. Si vous voulez, le climat, ce qu'il était, on est d'accord, on sait. Le climat, ce qu'il fera, on sait aussi. Maintenant, la balle est dans le camp des personnes qui ont, je dirais, les leviers socio-économiques de ce pays-là pour permettre ce qu'on appelle l'adaptation. Et dans le cadre du projet Rêve de large, initié par Rodolphe Seffo, eh bien, les lycéens du lycée des métiers d'artisanat ont rencontré les parrains de l'opération, à savoir les frères Wally, de quoi motiver les jeunes à atteindre leurs objectifs. Le reste en images. Monsieur Seffo a mis en place comme un double projet en fait, à la fois ce projet Route du Rhum, d'accord, et à la fois un projet scolaire, c'est-à-dire que des élèves trouvent enfin un sens, un vrai sens à leur formation. Ça leur donne aussi des modèles à suivre et ils se disent que les choses ne sont pas impossibles. Dans la réussite de chaque homme ou chaque femme, eh bien, il y a une autre personne qui l'a aiguillé directement, indirectement, qui l'a conseillé, qui lui a permis justement d'atteindre son objectif. Et c'est vrai qu'à notre tour, on souhaite justement aider la jeunesse guadeloupéenne et la jeunesse caribéenne au sens large à justement réaliser leurs projets, réaliser leurs rêves. On a été jeunes comme eux, on aurait aimé être aussi, avoir des parents, on n'aime pas qu'on nous appelle les parents, on s'appelle plus les grands frères pour nous permettre d'être avec eux, de les accompagner dans leurs besoins au quotidien et même d'échanger avec eux sur des problématiques liées à l'entrepreneuriat et autres. Ils nous ont raconté leur histoire,
comment ils ont pu arriver jusqu'ici, quoi. Et nous ont donné des conseils de motivation, etc. pour réussir. L'histoire des frères Wallis, ça m'a vraiment touché. Karl Chipotle, je le connais en privé, je navigue avec lui. Après, comme dirait les frères Wallis, c'est un exemple pour nous, pour la jeunesse, un exemple de réussite. Et il nous a dit qu'entreprendre, c'est dur. Et ça, en fait, il nous montre la face cachée de l'entrepreneuriat. Et voilà, hein, il faut travailler dur. Hein. Quel que soit ce que nos élèves veulent essayer d'entreprendre, de faire, de réaliser, ils se disent il y a des possibles, il y a des possibilités. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Notez une des informations importantes, à savoir que Frédéric Duménil, le 4e grand frère transféré, l'a été effectivement bien aujourd'hui, sans avoir prévenu sa famille au préalable. Encore une situation assez compliquée. En tout cas, passez une bonne soirée à l'écoute de nos programmes sur Canal 10 Télévision. N'oubliez pas qu'ici, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous. Bisous, bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus. Et avant cela, je dis bonsoir à Wilma Blondeau. Wilma Blondeau qui est révoltée par rapport à la situation. Oui, comme beaucoup, Wilma Blondeau. Bonsoir à Nadir Jamela. Bonsoir à Maggie Delaney. Bonsoir à Grande Gueule. Bonsoir à Lydia Luce. Bonsoir à Jimmy Kamagouva, Alia Rakitoun Cyprien, bonsoir à Caribéenne Barbs, bonsoir à Fabien Média 97+, bonsoir, oui, il miaule, bonsoir à qui d'autre, Akitoun Cyprien, bonsoir à Patricia de Normandie, oui, c'est assez dur pour la famille, oui, pour les familles même qui sont confrontées à ces situations et ces transferts inopinés, on dira. Bonsoir à Marie-Hélène Borès, à Claudie Giraud-Girard, bonsoir à Nadine Chaman. Par contre, c'est bien la Guadeloupe, à chacun sa merde, c'est typique de la Guadeloupe. Bon, c'est un point de vue, hein. Vous ferez votre avis. Bonsoir à Guadalba, bonsoir à Manzé Capé. Incompréhensible cette affaire, ils sont ceux qui ont été les chercher, pour calmer les choses. Où sont ceux qui ont été les chercher pour calmer les choses? Oui, beaucoup de questions qu'on se pose. Bonsoir à Sarah Alphonse. Bonsoir également. J'ai vu un petit commentaire qui était sympa tout à l'heure. Bonsoir à Annick Régis. Bonsoir à Dimitri Gobardan. Bonsoir à Benjamin en route. Alors, Benjamin en route qui nous dit, alors il met entre guillemets, journal pas du tout orienté. Je pense que c'est ironique en fait, quand tu dis ça. Hein, c'est ironique. Hein, c'est bien, c'est mignon. Jolie tournure. Hein. Félicitations. Bonsoir à Raphaël Duflo. Bonsoir à Perle de Karukira. Perle de Karukira qui nous dit l'idéal serait un médecin 3 fois par semaine. Ironie aussi, hein, n'est-ce pas? En tout cas, on se retrouve après la coupure pub. Magad.